Je pense que voilà, ces défis off, que ce soit les Aravis, que ce soit la Corse, enfin la Corse qu'on a vécu en Corse, je suis pas sûre que j'arriverai à le vivre, des moments aussi forts, en compète ou d'autres fois. Je pense que clairement en fait, le partage, le fait de l'avoir vécu à plusieurs aussi, de l'avoir partagé avec mes proches, je crois que c'est ces moments-là qui sont incroyables. Et je suis pas sûre qu'on arrive à reproduire de telles émotions et de tels plaisirs en fait avec un dossard où finalement oui on est seul quoi. On est quand même plus ou moins seul sur une course avec un dossard sur le dos. Et ces moments de partage ils sont assez incroyables. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Anne-Lise Rousset. Coutumière des performances remarquables à haut niveau en trail running depuis près de 10 ans, Anne-Lise a signé un retentissant exploit le mardi 14 juin dernier. Elle a pris le départ du GR20, le mythique sentier corse, non pas pour aller déguster les spécialités locales au fil des refuges, mais plutôt pour se frotter au record féminin de vitesse sur la distance. Un record qui est alors la possession d'Émilie Lecomte en un peu plus de 41 heures. L'objectif pour Anne-Lise et son équipe est clairement affiché. Boucler ses 170 km et 13 000 mètres de dénivelé positif en moins de 36 heures. Ce projet, Anne-Lise l'a initié avec le soutien précieux d'Adrien Séguret, son compagnon et également entraîneur, moins de 1 an après la naissance de leur premier enfant. Cette traversée du GR est pour Anne-Lise un projet sportif individuel d'une ambition folle, mais surtout une aventure collective qui s'annonce forcément épique. Avec l'aide d'Adrien, ils ont tous deux pris le temps de s'imprégner du GR au fil de leurs différentes visites sur l'île de Beauté, de s'entourer de ceux qui connaissent le sentier mieux que personne, et de partir à la rencontre et de porter attention et respect à tous ceux qui en composent le chemin et en forgent eux aussi la légende. Mais je ne vous en dis pas plus. Anne-Lise va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Corse et âme. Bonjour Anne-Lise et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis vraiment ravi d'échanger avec toi. Bonjour, merci. Anne-Lise, on enregistre cet épisode le 12 juillet. C'est 4 semaines tout juste après que tu aies établi le nouveau record féminin sur le GR20. Tu avais annoncé à l'époque que tu ne toucherais pas à tes baskets pendant les 3 semaines qui suivraient ce record. Est-ce que tu as réussi à tenir parole ou est-ce que tu n'as pas pu résister à l'appel des sentiers? Non, j'ai tenu 3 semaines Sans sans rien faire. difficulté, ouais. Ben, au début, ça fait du bien, donc non, il y a vraiment besoin. Après, il me tardait de reprendre un peu, mais malgré tout, il y avait quand même une grosse fatigue, donc ça a fait du bien. Non, J'étais contente de reprendre, mais ça a fait du bien de bien couper. Les petites balades en nature ont repris, elles aussi, j'ai vu. Tu avais fait aussi Ouais, de belles promenades ce week-end avec la famille. exactement. Annelise, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast. Avant de rentrer vraiment plus en détail dans ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots où est-ce que tu vis, ton âge, enfin, voilà, ce que tu veux bien nous dire de toi qui ne serait pas encore directement lié à la course à pied qu'on va développer un peu plus tard? Du coup, bah, j'ai presque 34 ans. Je vis à Thoran, à côté d'Annecy, donc en Haute-Savoie. Du coup, j'ai un petit bébé qui a 1 an maintenant, et puis je suis Depuis pas très vétérinaire. longtemps, Non, depuis une il a semaine, si je dis pas de bêtises. exactement. Il est né le 4 juillet, donc c'est tout frais. Et voilà. Et puis professionnellement, à côté, je suis vétérinaire et je travaille du coup à côté d'Annecy. J'avais lu à l'époque que c'était un emploi qui t'occupait à 80%. C'est toujours le cas? Tu es au 4/5e sur ce job-là ou est-ce que ça a un peu évolué depuis l'arrivée de Faustin? Ouais, même je suis un poil plus qu'à 80 en fait. C'est bon, c'est un 80 en veto, ça correspond à un bon temps plein pour d'autres. Ouais, une cinquantaine d'heures, c'est ça? Oh oui, oui, bien, ouais, ouais, ouais. Donc ouais, non, Facile. on va dire que c'est un 3/4 temps, mais ça correspond bien à un temps plein dans les autres travails. Et puis en plus là, normalement, enfin, je vais m'associer à fin d'année, donc voilà, ça changera pas beaucoup dans mon planning, mais pour compliquer. Histoire de s'en remettre un petit peu sur les épaules. Parce que là, on a plus de 5/5e. Là, si on met le veto, maman, la course à pied, la pratique assidue, ça fait des semaines bien remplies, C'est j'imagine. ça, on s'ennuie pas. Donc, tu es aussi jongleuse avec ton agenda. Tu arrives à jongler Ouais, avec tout ça. Jongleuse élite.
Annelise, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport au sport dans tes plus jeunes années? Est-ce que tu as baigné dans un environnement qui a été sportif? Est-ce que tu as des souvenirs de sport très très jeune et d'avoir eu envie de pratiquer parce que tu baignais dans cet environnement-là? Alors, pas du tout. Non, mes parents sont pas très sportifs du tout. Après, voilà, j'ai toujours été à l'extérieur, à crapahuter. Mon père, il m'a toujours emmené avec lui en forêt, aller faire tout ce qui est cueillette. Ça, je le suivais partout. Donc, un environnement très nature, ça oui, mais sportif, non, et loin de là. Et c'est vrai que j'ai pas cette culture-là de toute petite. On pratiquait pas, mes parents regardent pas le sport à la télé, suivent pas. Donc, non, je suis assez, enfin, initialement, je suis vraiment loin de tout ça. C'était pas Mais une par trajectoire toute tracée en tout cas. C'était pas un héritage euh, familial. T'es pas prédestiné. non, 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 du tout. Et tu vivais dans quel coin? Tu as grandi dans quelle région? J'ai grandi dans le Cantal, à côté de Saint-Flour. Donc le sport à l'époque pour toi, ça se cantonnait à la pratique scolaire, ça a été ça? Ouais, exactement. Alors après, ouais, j'aimais courir. Et je pense depuis toute petite, j'aimais courir. Même en primaire, voilà, quand ils nous faisaient courir, ben, j'aimais courir avec les garçons. Ça me plaisait de courir en soi. Après, au collège, au lycée, oui, je faisais en UNSS. Au lycée, j'ai poussé un tout petit peu plus parce qu'il y avait une option athlée, donc je faisais en athlée. Mais j'avais pas pris de licence FFA et j'avais pas envie. En fait, je voulais pas faire de compète quand j'étais gamine. Et je faisais aussi un peu, enfin, de l'équitation à ce moment-là. J'avais mon petit cheval à la maison, donc en fait, voilà, j'aimais monter à cheval, aller crapahuter, courir un peu à droite à gauche, mais sans faire de compète et d'entraînement structuré. Qu'est-ce qui me guidait ce choix-là? C'était, pour éviter toute forme de pression? Tu voyais pas d'intérêt spécialement? Enfin, tu avais pas ce challenge-là, en tout cas, d'aller te mesurer ou d'essayer de te prouver des choses? C'était loin de tes centres Ouais, d'intérêt? Tu voulais avoir une pratique assez pure, finalement, de ton sport, ce loisir? je sais pas, j'avais pas envie de faire de compétition en fait. C'est vrai qu'avec l'UNSS, il y avait toujours des propositions d'aller prendre une licence, voilà, d'aller à des entraînements, mais c'est vrai que j'avais pas envie de faire de compétition en fait. Et puis c'est vrai que le cheval me prenait un peu de temps, donc aller en plus faire des compètes comme ça les week-ends, ça m'intéressait pas. On entendra, la notion de plaisir, elle est, assez centrale dans toute ton approche. En 2013, tu t'es plongé malgré tout un peu plus dans une dimension, compétitive. Est-ce que tu peux nous parler, de l'accomplissement que tu y as trouvé et du plaisir que t'a apporté cette lecture, un peu plus compétitive de ta pratique? Alors clairement, bah, c'est en 2013 où vraiment ça a pris de l'ampleur. En fait, c'est en 2009 que j'ai commencé à faire les premiers petits trails en fait autour de Toulouse. J'étais à l'école Veto à ce moment-là à Toulouse et en fait c'est là que j'ai rencontré Adrien et qui m'a mis le pied à l'étrier. Clairement, c'est lui qui m'a fait découvrir ce milieu-là. Pour une Et cavalière, c'est bien, oui. c'est ça. Et du coup, c'est vrai que tout de suite, j'ai pris beaucoup de plaisir dans l'effort que ça procure. C'est sûr que l'effort me plaît, courir et puis aller au-delà voilà, de nos capacités, en tout cas d'essayer de donner le maximum de ce qu'on peut faire, c'est quelque chose qui me plaît. Courir en nature, essayer voilà de courir dans des endroits assez incroyables et puis de découvrir vraiment plein d'endroits différents. Donc ça m'a séduit. Et c'est vrai que c'est pour ces raisons-là que vraiment j'adore le trail et que voilà, que cette passion a vite pris naissance à ce moment-là, ouais. Et mes premiers trails, voilà, c'était en 2009-2010 et puis progressivement, c'est devenu un peu plus sérieux en 2013, ouais. Est-ce que tu as su très vite que ton cœur te porterait vers des efforts et des formats assez longs? Ou est-ce que ça a été une lente évolution et une progression avec des distances qui sont allongées, pardon, par la force des choses? Alors, ça s'est allongé. Non, au début, et même assez longtemps, en fait. Enfin, bon, c'est assez longtemps, non, parce qu'en fait, j'ai fait ma première CCC en 2014, donc ça a été relativement vite quand même, mais je me suis plu assez rapidement sur du format 40-80. Et c'est vrai que ça a été quand même assez vite sur ces distances-là, surtout le 40 km. C'est vrai que ça, voilà, en gros, j'ai découvert vraiment la pratique du trail lors d'une reco sur un trail qu'on organisait en fait sur Toulouse. Et c'était un format 90, on faisait une reco en deux fois, en 40, deux fois 40, 45. Et c'est vrai que voilà, je suis assez rapidement mis sur cette distance-là sans vraiment me rendre compte que ça commençait à être pas mal quand même 40 bornes. Et puis progressivement, c'est monté à 80 et puis j'ai fait ma première CCC en 2014.
Et je pense que oui, le côté quand même de passer du temps, enfin ce format-là me commence à vraiment me plaire. Et maintenant, de plus en plus, je suis attirée par la plus longue distance. Alors j'aime courir, donc il faut quand même que ça reste de la course à pied et qu'il y ait des moments vraiment de course. Mais malgré tout, de pouvoir aller au-delà de ses limites et de ne pas être forcément L'avantage de l'ultra, c'est que déjà, c'est une course enfin, individuelle, c'est-à-dire que c'est déjà nous face à l'effort et après on se moque en fait du classement ou des autres. On doit déjà arriver à faire cette distance-là. Et ça me plaît en fait de déjà faire la course, arriver à faire la distance. Et c'est vrai que je suis attirée par l'ultra par rapport à ça, je pense. Donc c'est des choses que tu veux te prouver à toi, en fait, faut que tu veux peut-être pas prouver, mais réussir pour toi et t'accomplir dans cette réalisation-là pour toi. Ouais, je pense, ouais, d'essayer de voir jusqu'où on est capable, plus que d'être à la bagarre en permanence. C'est vrai que sur des formats courts, avec j'ai adoré faire les circuits de skyrunning, des circuits de Golden, où voilà, c'est des superbes courses, c'est des ambiances incroyables. Mais malgré tout, du début à la fin, on est à la bagarre tout le temps. Mine de rien, ça reste des circuits, donc ça demande des courses à peu près, voilà, une échéance toutes les 4, 5 semaines. Et c'est usant. Et même si voilà, j'ai adoré, ça a été des super expériences, mais je crois que maintenant j'ai envie un peu de lever le pied et de plus voilà, faire moins de courses et du coup d'aller un peu plus long sur la distance pour voir plus le côté jusqu'où on est capable d'aller voilà, sur une épreuve. 2, 3 grands rendez-vous dans l'année, ça te va amplement. Ouais, C'est le bon ouais, ouais. équilibre. J'ai plus envie d'en faire tous les week-ends. À quel moment est-ce que tu as pris conscience de tes capacités? Est-ce que c'est toi, ta propre perception? À un moment, tu t'es dit que tu arrivais à faire des belles choses? Ou est-ce que tu as eu besoin d'un regard extérieur, peut-être celui d'Adrien, qui t'a conforté, éclairé sur tes capacités, puis qui t'a donné la confiance pour aller plus loin? Ouais, clairement, c'est Adrien qui m'a permis de faire tout ça parce que j'aurais jamais, moi, de moi-même pensé être capable de faire ça. Je pense que si je l'avais pas rencontré, je serais jamais allée vers quelqu'un pour m'entraîner. Enfin, j'aurais jamais en fait eu cette démarche-là. Donc oui, donc clairement, c'est lui qui me booste et qui croit en, voilà, qui croit en moi et qui me permet de faire ces choses-là parce que je les ferais pas. Et même de moi-même, jamais je me serais inscrite sur un 100, sur un 100 bornes ou un 100 miles. C'est inconcevable pour moi. Donc c'est un peu lui qui me guide, qui me motive qui fait que c'est réalisable. Même en considérant toute l'évolution et tous les résultats géniaux que tu as pu avoir au fil de ton parcours, il n'y a pas eu quand même cette confiance qui s'est construite et qui s'est affirmée en toi? Tu as quand même aussi toujours autant besoin finalement d'avoir ce soutien. Non, j'ai besoin de son soutien, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que j'y vais quoi, j'y vais, ça c'est sûr. Des fois, j'y vais même un peu trop tête baissée, mais c'est parce que j'ai confiance en lui plus que confiance en moi en fait. Et s'il me prépare il sent que je suis capable d'essayer de le faire, ben j'y vais après sans me poser trop de questions. Mais après, est-ce que de moi-même j'aurais la volonté, et la confiance nécessaire pour enfin pour m'inscrire sur enfin voilà, pour me lancer tel défi, je pense pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je me pose pas trop de questions et que quand il me prépare à quelque chose, ben je Les yeux fermés, ça va bien se j'y passer. vais. Quels sont pour toi les indispensables ingrédients pour qu'une course soit réussie? Qu'est-ce qu'elle doit avoir à tout prix? Elle doit être chouette, elle doit plaire. Ça, c'est la priorité. Je pense que c'est le plus important. Alors du coup, bah moi, ce qui m'attire, c'est clairement c'est la montagne, que ce soit voilà, que ce soit des singles, que ce soit assez sauvage, c'est vraiment la première chose voilà, qui m'attire sur une course. Mais clairement, avant de s'inscrire sur quoi que ce soit une course, que ce soit un défi off, c'est le parcours qui est motivant. Et quel est ton moment favori d'une course? Que J'inclus un peu tout le cycle, l'avant, l'après, le pendant. Est-ce qu'il y a vraiment un moment que tu chéris et qui est particulièrement agréable? Je sais pas, un moment d'aisance sur la course, l'émulation du départ, la dernière séance de préparation, un moment où tu te dis que ça y est, il n'y a plus qu'à. C'est quoi le moment que tu chéris le plus dans une course? Je pense que ce qui est le mieux, c'est quand justement on a mené à bien cette préparation et que on a des super sensations. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas pendant une course, ça c'est sûr, et quel que soit le format, quelle que soit la difficulté de l'épreuve. Mais et je pense que ce qui est vraiment génial, c'est quand justement on se sent bien, ça avance bien et que voilà, on se dit bah toute cette préparation finalement, elle a servi à ce moment-là. Et c'est vrai que
il y a des hauts et des bas, mais ces moments de haut pendant l'effort, pendant la course, je pense que c'est ce qu'on recherche et ce qui est le plus appréciable. Ouais. On l'a compris, la compétition en elle-même, c'est pas tellement ça, ta source de motivation principale, mais c'est plutôt cette idée de plaisir de courir. Il vient d'où pour toi le bonheur aujourd'hui en course à pied, Annelise? Est-ce qu'il peut être comparable, un dossard sur le dos, sur un off, sur une petite sortie, tranquille du dimanche? Tu peux atteindre, des niveaux de plaisir qui sont comparables? J'avoue que je pense que voilà, ces défis off, que ce soit les Aravis, que ce soit la Corse qu'on a vécu en Corse, je suis pas sûre que j'arriverai à le vivre des moments aussi forts en compète ou d'autres fois. Je pense que clairement en fait, le partage, le fait de l'avoir vécu à plusieurs aussi, et de l'avoir partagé hein, avec mes proches, je crois que c'est ces moments-là qui sont incroyables. Et je suis pas sûre qu'on arrive à reproduire de telles émotions et de tels plaisirs en fait avec un dossard où finalement oui on est seul quoi, on est quand même plus ou moins seul sur une course avec un dossard sur le dos et ces moments de partage ils sont assez incroyables. C'est le moment de sortir un petit miroir que tu auras à portée de main et de te regarder dedans, Annelise. Est-ce que tu pourrais nous parler, de ce que tu penses être, tes points forts à la fois d'un ordre physique et mental et aussi les zones d'amélioration sur lesquelles tu vois qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu as envie de travailler, sur lesquelles pourrait y avoir une marge de progression? Comment est-ce que tu auto-évaluerais aujourd'hui, tes capacités? C'est pas simple de Pas répondre facile. après, je pense que le point fort peut-être ça a été ce côté de rien lâcher et c'est vrai que cette première expérience sur une si longue distance, elle a été chouette dans le sens où je pense que à aucun moment j'ai baissé les bras et j'avais envie d'aller jusqu'au bout et je pense que voilà d'essayer de se donner d'un coup de pied aux fesses quand ça allait pas, d'essayer de profiter au max mais sans se brûler les ailes quand c'était le moment d'un peu d'euphorie, mais ça a été chouette. Donc je pense que le côté mental face à l'effort a été un point faible. En tout cas, voilà, je pense que ça a été un point faible. Après, à travailler, bien sûr, bah il y a tout ce qui est il y a la gestion de l'effort, c'est pas simple à gérer, tout ce qui est l'alimentation, tout ce qui est autour, ça c'est pas simple à gérer. Et puis il y a toujours à travailler. C'est vrai que moi jusqu'à présent les points un peu faibles, c'était toute la puissance qu'il fallait donner en montée, des choses comme ça. Donc ça, il faut toujours le travailler et je le travaille. Mais tu rechignes un peu plus que le reste? C'est pas tes séances les Ouais, plus bah favorites? ça demande c'est de la muscu. Bon, c'est pas ce que je préfère faire à la maison. C'est les travails de côte vraiment en puissance, c'est pas les plus rigolotes, quoi. Je préfère, oui, clairement, je préfère faire même je prends beaucoup de plaisir à faire de la vitesse, à faire des séances de tempo, ça j'aime bien. Mais, ou des sorties longues, bien sûr, ça c'est toujours ce qu'on préfère. Mais c'est vrai que ces séances de puissance, stricte, c'est pas ce que je préfère. Tu partages, donc l'avis d'Adrien Séguret qui est, notamment depuis septembre dernier, sélectionneur de l'équipe de France de trail. Il a un CV bien plus long que ça. Vous avez eu ensemble un petit garçon, Faustin, donc qui vient juste de fêter ses 1 an, on l'a dit. J'imagine qu'il a fallu prendre des décisions assez tranchées en termes, d'organisation, en tout cas les premiers temps pour arriver à concilier, au mieux la vie familiale, sportive, pro, perso. Comment est-ce que vous avez mis tout ça en musique? Est-ce que vous avez aujourd'hui, réussi à trouver, le juste équilibre ou c'est encore, en construction et puis un équilibre, instable par nature? Non, je pense que bon, ça se passe bien. Après, c'est vrai que la naissance de Faustin, ça a pas forcément. Enfin, je trouve pas que ça a été vraiment un obstacle à tout ça parce que bon bah, Adri m'aide beaucoup aussi. On arrive à s'organiser. Alors c'est toute une organisation, ça c'est clair que on s'ennuie pas, tout est la moindre heure est optimisée. Concrètement, c'est vrai que quand je travaille, ben, pour essayer de profiter au max de Faustin et d'Adrien le soir, ben, je m'entraîne entre midi et deux, je rentre pas à la maison et j'essaye d'optimiser entre midi et deux. Comme ça, oui, les journées sont longues, mais au moins, bah, voilà, je grignote pas sur le temps où je suis avec eux. Après, ben, bien sûr, c'est le petit fait encore pas mal de siestes, donc c'est pendant les siestes, on se relaie à tour de rôle. Adri prend un petit moment pour lui quand c'est voilà le matin ou l'après-midi pendant la sieste du petit. Et puis bon après voilà, on a la chance aussi d'avoir une nounou qui est cool et qui nous aide pas mal. Et puis c'est vrai que c'est essayer de jongler comme ça. Je préfère, enfin, il y en a qui essayent de plutôt s'entraîner avec le petit, à faire de la poussette, tout ça. Je suis pas forcément dans cette optique-là parce que je pense que c'est pas forcément lui, c'est pas génial pour lui et d'un autre côté, l'entraînement n'est pas optimisé non plus pour nous. Donc voilà, on se relaie, on Tu essaye cloisonnes de... bien. Ouais, je pense que c'est bien. Voilà, quand je suis avec lui, on est à fond, on profite à fond et puis à l'entraînement, ben voilà, c'est un moment pour soi
c'est vrai que ça a été plus compliqué à gérer dans le sens où enfin, en tout cas, je m'avais pas trop envisagé comme ça, mais tout ce qui a été longue prépa sur la longue distance où il a fallu faire des heures malgré tout. C'est vrai qu'à vivre, c'est compliqué de se dire bon bah là, je vais m'entraîner au détriment d'être avec le petit. Et c'est vrai que psychologiquement, c'est un peu le frein à cette préparation sur la longue distance parce que voilà, on culpabilise un peu de laisser le petit longtemps, voilà, un petit peu égoïstement à se dire là, je dois m'entraîner. Donc ça a été un petit peu dur à gérer, c'est ce qui est peut-être le plus compliqué. Mais Mais il t'a bon, rien dit quand tu rentrais? Il te disait rien? Bon, OK, non, il parle pas encore, mais c'est ça. Ah, j'espère qu'il n'en tiendra pas trop rigueur. Mais c'est vrai qu'après, voilà, nous, on arrive à s'organiser. C'est toute une organisation, mais le petit n'a pas été une charge. En tout cas, je trouve pas que ça a été une charge plus lourde dans notre pratique parce qu'on a déjà, voilà, on est déjà, je pense bien, tout est planifié. il y a cette idée d'agenda qui est, de ce que tu nous dis, un non-sujet pour vous. C'est au-delà de ça, quel impact ça a eu l'arrivée de Faustin dans votre vie par rapport à toi, ta pratique du trail? Est-ce que ça t'a apporté beaucoup de sérénité, de recul, une autre forme de responsabilité? Qu'est-ce que ça a changé aussi dans ton approche finalement de ta pratique? J'imagine que ça a été aussi un changement en profondeur forcément quand la famille s'agrandit et qu'on a un petit garçon qui rejoint le foyer, ça a des impacts qui vont bien au-delà de juste la gestion du temps. Comment est-ce que ça bénéficie finalement à toi, la façon dont tu vis aujourd'hui la course à pied? Ben, ouais, il y a quand même une petite remise en question. Alors, on en a besoin des moments parce que je n'aime ça et clairement, tout arrêter pour le petit, c'était pas concevable. Et c'est vrai que, voilà, j'espère en profiter encore de quelques années pour essayer de vraiment voilà, de profiter encore de quelques belles échéances qui restent à faire. Mais malgré tout, ouais, l'arrivée du petit, en fait, c'est surtout ça, c'est ce côté, est-ce que j'ai pas une pratique un peu égoïste et que du coup, forcément, ces moments qui sont pour moi, pour l'entraînement, est-ce qu'elles se font pas un peu au détriment du petit? C'est ça qui nous, voilà, que certaines petites remises en question où on se dit bon, là, c'est un peu dur, je vais m'entraîner longtemps, je laisse le petit. Et d'un autre côté, j'en ai besoin aussi et ça fait partie de notre équilibre. On a besoin de ça et j'aime ça. Et c'est sûr que tout sacrifier non plus, je pense que ça fait partie de notre vie et je le vivrais pas très bien non plus si vraiment j'avais tout arrêté avec l'arrivée du petit. Donc après, voilà, ça donne des ailes dans le sens où on pense beaucoup à lui, on se donne beaucoup et puis justement de se dire, ben, ce moment-là que j'ai à l'entraînement, au détriment d'être avec lui, il faut qu'il soit profitable. Et peut-être que ça, finalement, je m'entraîne peut-être mieux maintenant. En tout cas, plus, voilà, je me dis là, je m'entraîne, j'ai pas le droit de traîner le pied, quoi. Il faut y aller. Et du coup, c'est à la fois une source de motivation, ça c'est sûr, et à la fois ce côté un peu des fois, ouais, culpabilisant. Mais bon, ça, je pense que ça va passer, il va grandir un peu. Mais c'est vrai que ça, des fois, c'est un peu dur de s'entraîner au détriment de lui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les multiples casquettes d'Adrien qui t'entourent et sur plein de domaines, et notamment dans ta pratique de haut niveau? Quelle est sa contribution? Quel est son rôle pour toi? Alors, bah, dans la pratique du sport, je lui dois tout. Donc, clairement, c'est lui qui m'entraîne depuis toujours. Ça a toujours été mon entraîneur. Ça s'est toujours très très bien passé. Enfin voilà, je pense que mine de rien, il y a aussi que lui qui peut m'entraîner parce que bon, il me connaît par cœur. De deux, c'est vrai qu'avec le boulot que je fais, ben c'est pas simple et de comprendre les contraintes du métier, de comprendre l'état dans lequel je suis la veille pour le lendemain et le pauvre de se réajuster en permanence l'entraînement, ben c'est hyper important par rapport à ça. Donc clairement oui, c'est lui qui m'entraîne et qui est responsable de tout ce qui est prépa physique de tout ça. C'est clairement lui aussi enfin, on le fait ensemble, mais qui me motive pour faire certaines courses et voilà, le calendrier, il est fait ensemble et tous les choix que ce soit course ou projet, ben, c'est construit ensemble. Par rapport à la Corse, par exemple, voilà, il a été plus que le chef d'orchestre, quoi. C'est lui qui a tout organisé voilà. Moi, j'ai couru, c'est tout, quoi. Lui, il a tout organisé, tout préparé et c'est clair, voilà, il a un rôle plus que majeur, en tout cas, voilà. Sans lui, la course à pied n'occuperait qu'une toute petite place. Merci beaucoup pour cette introduction, Annelise. On va passer maintenant à notre rubrique de la basket chinoise. Et voilà, initialement, c'était un format de portrait chinois. C'est pour ça que ça s'appelle la basket chinoise. Ça a un petit peu évolué maintenant vers une espèce de questionnaire de Proust. La première question de cette basket chinoise, quel est le talent que tu aimerais le plus avoir?
Je pense qu'il faudrait que j'ai la main verte parce que je suis nulle en jardinage. Tout ce que je plante, ça ne pousse pas. Donc, j'aimerais avoir ce talent-là. Mais bon, après, il faut avoir le temps aussi pour jardiner. Ça n'est pas ta priorité, tu as d'autres Pour chantiers en ce l'instant, moment. non. Si tu devais emmener 3 choses sur une île déserte, alors on considère que Adrien et Faustin font partie du voyage évidemment. Quelles sont les trois choses que tu emmènerais en complément de ta famille sur une île déserte? Je pense que je prendrais une paire de baskets, que c'est quand même. Je prendrais peut-être un poney pour le caresser si Faustin et Adrien n'est pas là, pour le consoler. Et puis quand même, je serais bien malheureuse, donc je m'en irais un petit peu. Je pense que j'aurais besoin d'un paquet de mouchoirs. Dernière question de cette basket chinoise. Quel est l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté? Bon, je dirais Faustin. Oui, c'est un bonheur absolu, Ouais. ultime. Avant de savoir ce que c'est d'avoir un bébé, ouais, je me rends pas compte. Et puis c'est que des belles surprises tous les jours. Ouais. Ouais. Là, il marche déjà ou pas? Il a 1 an? Ben, il fait un peu le feignant en fait. Il marche à quatre pattes, donc il est à fond. Et il se lève, il se tient, mais il trouve qu'à quatre pattes c'est mieux. Donc ça va plus vite. Donc pour l'instant, il s'est pas lâché encore. Il marche pas. D'accord, il crapahute pas encore partout dans toute la maison, vous n'êtes pas Non, obligé de le ça courir. Après, ça va être une autre forme d'entraînement pour toi, ça. ouais, c'est ça. Mais déjà à quatre pattes, il bouge pas mal. Merci beaucoup Anne-Lise. On va parler maintenant de ta course épique, donc ton record sur le GR20. Avant ça, je vais me présenter en quelques mots et planter le décor de cette course épique à laquelle tu as préparé il y a quelques semaines. J'appelle ça une course épique, mais il n'y a pas de dossard, bien sûr. C'est plutôt un défi épique. Ce projet plante son décor le long du GR20, qui est le sentier de grande randonnée en Corse, qui est souvent considéré comme le sentier le plus difficile au monde. Ce sentier de grande randonnée traverse la Corse au départ de Calenzana pour une arrivée à Conques, le trajet inverse étant également possible. Il mesure dans sa version actuelle 180 km, mais les tentatives de record se font, elles, depuis 1995 sur l'ancien tracé, qui est long de 170 km, pour 13 000 mètres de dénivelé positif environ. Pour la petite histoire, le premier balisage du sentier est réalisé en 1970. Le GR20 était ainsi né. On lui attribue d'ailleurs ce numéro en référence à celui de l'ancien département de la Corse, avant que deux départements ne soient distingués en 2A et 2B en 1976. Pour les randonneurs, le GR20, c'est en théorie entre 10 et 16 jours de marche en montagne, pour ne pas dire en haute montagne, avec plusieurs sommets à plus de 2000 mètres d'altitude. On va voir que pour Anne-Lise, c'est beaucoup moins que 10 à 16 jours. Le terrain, de manière générale, les rochers et le dénivelé très marqués ont fait la réputation de ce sentier mythique, au même titre que ces paysages à couper le souffle. Cette aventure a été coupée par des nuits en refuge ou en tente et des journées à évoluer sur le sentier corse. Au gré de ces étapes, ce parcours est une aventure sans nul autre pareil, exigeante, minérale, grandiose, ça tu vas nous le dire, j'en suis certain, à laquelle de nombreux prétendants venus des 4 coins de la planète prennent part chaque année, parmi lesquels les échecs sont parfois nombreux, faute de préparation tout à fait appropriée. Hormis à Ascot, Vizavone et Bavel, vous avez peu de chance d'y croiser de la civilisation. C'est ce qui peut sembler un peu difficile pour certains et vraiment reposant et dépaysant pour d'autres. Le GR20 est un retour aux sources, à l'essentiel. Le record de vitesse du GR20, il a changé un certain nombre de fois de main, ou plutôt de pied, depuis 1988, puisque le précédent record féminin, avant que tu ne t'y frottes, Anne-Lise, datait de 2012 et était la possession d'Émilie Lecomte, qui avait réalisé ce GR20 en 41 heures et 22 minutes et 10 secondes, pour être tout à fait précis. Et chez les hommes, le record a été battu l'année dernière par Lambert Santelli, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'épisode 49 de ce podcast. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à l'écouter en complément de cet épisode avec Anne-Lise. Et donc Lambert a décroché ce record en bouclant lui son GR20 en 30 heures et 25 minutes. Voilà, Lambert qui sera d'ailleurs un des personnages clés de ton aventure sur la tentative de record que tu vas nous raconter aujourd'hui, Anne-Lise. Voilà, en quelques mots, ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique qui nous intéresse aujourd'hui. Ça va, tout y est, tout est Ouais, juste. ça va. Anne-Lise, tu confirmes? Oui, exactement. Avant qu'on parle de ta tentative de record, parce que je dis tentative de record au cas où les gens pensent encore que tu n'es pas réussi à battre le record. Il y a une espèce de petit suspense, tu vois, pour les gens qui ne sauraient pas. On va désormais se pencher sur la rubrique qui s'appelle la question qui pique de Course Épique. C'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités, donc c'est très bienveillant. Voilà la question pour toi, Anne-Lise. On va aujourd'hui parler de ton récent record sur le GR20, mais les premières tentatives, elles remontent à plusieurs dizaines d'années. Est-ce que tu saurais me donner un ordre d'idée du premier record du GR20 qui a été établi à la fois chez les hommes et chez les femmes? Alors, il y a eu quelques années d'écart. Chez les hommes, c'était en 1988 par Piero Griselli et Guy Genovesi et par José Combo chez les femmes en 2006. Est-ce que tu as un ordre d'idée du temps qu'ils ont mis à boucler? Voilà, le temps est sensiblement même chez les masculins et les féminins pour couvrir ce GR20, le tout premier record. Bah, je crois que c'était Piero Santelli, oui, Santelli qui l'ont.
qui l'avait en 36h50, quelque chose Alors, comme le ça. tout premier record, Déjà, c'est le tout premier premier, déjà. c'était 56 heures, figure-toi. En D'accord. 1988 et en 2006, c'est 56 heures et 4 minutes par José Combo, tu vois, la féminine qui a battu le record. Donc, quasiment une vingtaine d'heures de plus que toi. Impressionnant. Désolé Annelise, cette question qui n'était pas très facile. Maintenant, on va se consacrer à ton GR20, à ton record. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Pour commencer, Annelise, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est née cette idée de te frotter à ce record du GR20? Elle a germé pour la toute première fois il y a environ 2 ans et demi. Voilà, qu'est-ce qui explique ce choix? Et puis, est-ce que tu avais un attachement déjà tout particulier à Lille? Alors avant, non, je connaissais de réputation, j'avais entendu que du bien de la Corse, mais je la connaissais pas. Et la première fois qu'on y est allé, donc ouais, ça fait 2 ans et demi, et donc comme beaucoup de monde, forcément, c'est le GR qui nous titillait. Donc on est allé faire ce GR en 4 jours et demi avec Adri, donc bon, en mode rando trail quand même bien et assez optimisé. On avait les sacs, mais on l'a optimisé. Et c'est vrai que, ouais, j'ai été vraiment mais séduite à 100% par ce sentier. Je savais, enfin voilà, de réputation, on m'avait dit que ça serait technique, que ça serait de la montagne, mais vraiment, il est incroyable en fait. Déjà, on parle de sentier, mais finalement, c'est une trace, quoi. Plus une trajectoire qu'on suit. Il n'y a pas toujours un sentier dessiné, ça loin de là. Et surtout, voilà, pendant les recos, là, quand j'ai pu le faire en mai, quand il n'y avait pas encore les randonneurs qui l'empruntent, bah, c'est là qu'on voit le côté sauvage du sentier où vraiment c'est une trace qu'on suit, une trajectoire qu'on suit. Il est incroyable, on arrive vraiment dans des décors très rapidement, très, très alpins, très minéral, même par rapport aux Alpes, par rapport à chez nous, là en Haute-Savoie, c'est encore plus sauvage, encore plus marqué. Et c'est vrai qu'il est très déroutant et j'ai totalement été séduite en fait par ce tracé-là. Et donc voilà, on a été sous le charme, ça a été une super belle expérience. Et puis voilà, assez rapidement, Adri a regardé le temps qu'on avait mis, a regardé un peu. Il a fait ses petits calculs. Et bizarrement, voilà, assez rapidement, il me dit tiens, tu sais, quand même, ce serait chouette, quoi. Mais bon, pour moi, ça me paraissait totalement impossible, dans le sens, avait 170 km. Voilà, c'était assez déroutant, assez impossible, mais bon, on en a parlé, on a commencé à en parler. Alors voilà, moi, comme Il le avait fallu tracé, 3 minutes pour te convaincre ou 3 mois? moi, je l'ai laissé au début dire oui, oui, d'accord. Et ça a été plus concret après, en y retournant, on a commencé après à rencontrer vraiment. On connaissait Guillaume Pirette, mais on a été allé lui en parler, commencer à vraiment concrétiser un petit peu cette idée et devenir un peu plus, voilà, un peu plus réel. Et Guillaume, qui est lui-même détenteur, enfin qui a été détenteur du record, qui est un local, qui est corse, et oui, qui a été oui, lui-même détenteur du record, donc il connaît le GR20 comme sa poche. exactement. Et puis c'est vraiment un des acteurs. Il a accompagné, je pense, toutes les tentatives du record et il est plus qu'acteur dans ce GR. Donc ouais, ça a été avec lui aussi qu'on a construit un petit peu ce projet et assez rapidement derrière, on s'est dit pourquoi pas. Après, la date était plus incertaine parce que bon, voilà, sans se mentir, on avait déjà le projet d'avoir un petit. Donc, puis il y a eu les années un peu Covid avec tous ces off, avec tout, plus rien, enfin voilà, plus rien qui ne se passait. Moi, j'étais moins certaine sur la date. Et puis finalement, bah voilà, notre petit est arrivé. Et puis déjà avant la grossesse, on l'avait bien en tête. Et puis comme ça s'est très bien passé à la fois pendant, on est retourné en Corse, à la fois après, où on est retourné 2 mois postpartum. Et finalement, bah, j'ai pu refaire une bonne partie du GR, si ce n'est quasi le GR. Bah voilà, on s'est lancé. Après, honnêtement, moi, je pensais que ça serait assez difficile à réaliser voilà, en 2022, mais Adri a cru, bah du coup, voilà, on l'a tenté, A raison. quoi. La dimension collective, c'est une notion fondamentale qui est au cœur de ce projet de record que tu as entrepris. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure et puis nous dire dans les grandes lignes comment vous avez organisé, mis en musique tout ça et puis réparti les contributions de chacun? Ouais. Alors dans l'équipe, bon déjà il y a les copains corses. Donc là clairement ils ont été plus qu'acteurs. Alors voilà, Guillaume nous a énormément aidé. Il nous a bon bah, à la fois dans le côté technique, pratique, à la fois dans le côté contact aussi parce que mine de rien, il faut se nourrir de cette culture autour du GR. Il y a tout un monde autour qui gravite autour. Il y a la FFME, bien sûr, qui régit tout le règlement de la course. Donc, il a fallu aussi rencontrer le président, rencontrer les acteurs de toute cette FFME.
les acteurs du parc aussi, avec les refuges aussi. Donc ça, c'est Guillaume qui nous a mis en relation et qui nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Après, parmi les acteurs corses, ben, il y a eu Lambert, mais qu'on connaissait moins. Et puis forcément, moi, j'osais un peu moins aller vers lui parce qu'on ne connaissait pas plus que ça. Mais on l'a rencontré pendant nos recos. Et puis clairement, c'est tout de suite devenu très rapidement un très bon copain. Donc il nous a beaucoup aidé aussi dans toute la partie nord, dans toute le parcours nord. C'est lui qui m'a guidée. Il a fallu aussi, on avait aussi des amis sur Ajaccio, c'est des organisateurs du Trail Napoléon, les organisateurs du Trail de la Restonique qui nous ont aidés aussi dans tout ce qui est parcours, logistique et qui m'ont donné aussi, qui m'ont aidé aussi pendant le jour J. Et puis après, ben, bien sûr, il y a les copains proches. Donc voilà, c'est une aventure qui est collective. On avait à chaque fois, le règlement stipule qu'il y a 2 personnes au maximum avec moi sur le parcours. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Exactement, ça, c'était une nouvelle réglementation qui a été mise en place en octobre l'année dernière. Et du coup, bah là, le choix s'est porté sur les amis les plus proches. Donc voilà, il y avait mon témoin de mariage, nos amis de l'Aveyron, nos amis du Cantal, nos amis de Haute-Savoie. Donc ça a été facile de trouver parce que c'était les copains les plus proches. Est-ce que ça a été pour toi une opportunité finalement qu'il y ait cette contrainte administrative qui régule un peu le nombre de pacers qui t'accompagnent? Est-ce que finalement c'était l'occasion de vivre une expérience encore plus intense en comité très resserré? Moi, je pense que c'est important, ouais. Et bien sûr, voilà, il y a toute la ferveur autour du GR, les gens qui nous encouragent, les gens qui veulent partager un petit bout de sentier avec nous, c'est chouette et c'est super motivant. Mais d'être dans cette bulle-là, d'être vraiment à chaque fois avec 2 copains qui nous connaissent par cœur et qui vivent l'aventure ensemble, ouais, je pense que c'est chouette, c'est un privilège et d'être dans son petit cocon, c'est génial. Ouais. Non, c'est top. Et après, parmi les autres copains, bah, j'avais mes 2 amis vétos qui étaient en charge des ravitaux, qui étaient à fond. Donc des ravettos, c'est une nouvelle fonction, ravetto. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que Marie-Astrid et Elsa, elles ont été géniales. Et il y avait ma petite sœur qui m'a aidée pour garder Faustin. Donc elle est venue, elle exprès pour s'occuper du petit et elle a été top aussi parce que voilà, il fallait s'en occuper, c'est pas simple et puis elle a pu l'amener à certains points et ça c'était génial. C'est pas un temps de travail continu, mais est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée du temps que ça prend malgré tout à mettre en œuvre un tel projet? Est-ce que ça fait finalement depuis 2 ans et demi et que c'était au début une construction un peu plus lente et puis que vous avez accéléré? Ou c'est 3 mois, 6 mois, 1 an de préparation? Comment est-ce que tu mesurerais en C'est termes de beaucoup de temps? prépa, vraiment beaucoup de prépa. Je pense qu'Adri a passé des heures et des heures à la fois. Donc voilà, bien sûr, ben, le fait d'être allé sur place, d'être allé en Corse, les temps de reco, les temps d'échange avec les locaux, toute la construction du projet, le repérage, même si ça, effectivement, le tracé, il est bien délimité. C'est le tracé du GR. Après, il y a aussi beaucoup de parties d'anciens GR. Mais malgré tout, il a fallu reconnaître tout ça. Il a fallu le tracer. Donc, pareil, Adri a passé beaucoup de temps sur les cartes à essayer voilà, de regarder le moindre petit trace qui n'a pas été, qu'on n'avait pas encore reconnu. Donc ça a été énormément de temps, énormément d'heures. Ouais. Franchement, je pense que moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les sentiers, mais Adri a passé énormément de temps aussi à côté, à tout organiser. Et puis ça va jusqu'au, voilà, entre guillemets, jusqu'aux petits détails, les ravitaux, les repas, faire les courses pour les copains, faire les courses des ravitaux. Tout ça, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc en termes de volume horaire, je sais pas. Si on prend en compte toutes les recos et les temps aussi sur le sentier, ça en fait des heures. Ça fait beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta prépa? Tu nous as dit que tu avais passé du temps et que tu avais bien repéré les lieux, mais qu'est-ce qui a été différent sur ce GR20 dans sa préparation pour toi d'un point de vue athlétique? Qu'est-ce que tu as prévu de faire différemment? Alors bon, déjà moi le premier écueil qu'il a fallu surmonter, c'est qu'il y a eu le retour de grossesse aussi. Donc il y a eu à la fois la préparation spécifique du GR et à la fois la préparation d'une remise, une réathlétisation. Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de continuer beaucoup de sport et beaucoup d'activités jusqu'au terme, jusqu'à l'accouchement. Donc ça a été chouette pour moi. Mais malgré tout, il a fallu quand même reprendre derrière. Donc ça a été déjà de la réathlétisation. En Au bout de termes combien de temps spécifiques, tu as recommencé? j'ai eu en fait, j'ai été accompagnée par une kiné qui m'a permis déjà de me guider pendant la grossesse et puis allez, j'ai repris vraiment la course à pied en y allant très progressivement 1 mois après. Ça a été assez rapide. Après, c'était très progressif. Au début, c'était des alternances de course et de marche. Ça a été toujours un complément de la rééducation périnéale.
Et puis vraiment après, on va dire la course, enfin le footing d'une heure, ça a pu être, ça a commencé, ouais, enfin mi-août quoi. Mi-août, j'ai pu commencer. Un mois et demi après, ça a commencé déjà à recourir un peu, ouais. Mais j'ai fait beaucoup. Alors en spécifique Corse, bon bien sûr il y a le temps sur les sentiers, donc il a fallu y aller. On y est allé en septembre, on y est allé après, on a fait un dernier très gros bloc en mai, donc 3 semaines avant la Corse, où là je l'ai refait encore 2 fois en intégralité. Et puis, comme c'est un sentier très technique et qui demande des longues montées, des longues descentes, voilà, il a fallu faire beaucoup de muscu, beaucoup de renfort. Donc ça a été beaucoup de travail aussi en salle, en musculation stricte, quoi. Donc c'est pas la partie la plus rigolote, mais ça a été un petit peu le point en plus à travailler pendant en spécifique GR. Beaucoup de renfort, beaucoup de travail de côte, beaucoup de travail de puissance en côte, de longues côtes justement à travailler pour absorber ce dénivelé et être capable de tenir, quoi. Est-ce que on a entendu Faustin, je pense, derrière, tout va bien? Ouais, il a Ryan, mais peut-être C'était que sous c'est contrôle? ouais, on va voir. C'était juste un petit rêve. La prépa, est-ce que c'est une phase que tu aimes, pour ce qu'elle est en soi ou est-ce que c'est, avant tout un moyen pour arriver, à un grand rendez-vous en étant prête? Non, j'aime ça. J'aime m'entraîner. Après, bien sûr, on a l'objectif, enfin, on s'entraîne pour quelque chose, mais j'aime ça. J'aime m'entraîner, ouais, au quotidien. Il y a, finalement eu assez peu de tentatives de records féminines sur ce GR20. Est-ce que ça a suscité des questions de ta part? Est-ce que, voilà, est-ce que tu avais un peu regardé l'historique du record et est-ce que ça a pu te poser des questions, le fait que finalement, peu de femmes se soient frottées à l'exercice avant toi? Alors, est-ce que ça m'a vraiment... Non, je me suis pas vraiment posé de questions par rapport à ça, le fait qu'il y ait moins de femmes que d'hommes qui l'aient tenté. Après, il fait peur. Clairement, c'est un sentier qui fait peur. Est-ce qu'il fait plus peur aux filles qu'aux gars? Je suis pas sûre. Il fait peur à tout le monde. Mais je me posais pas trop de questions. Voilà, je me suis dit que on le tentait, on le préparait, et puis. Mais c'était pas un frein, en tout cas psycho, par rapport à ma préparation. Dans ces cas-là, quand tu as un objectif, aussi fort et important dans ton calendrier, est-ce que il y a une dimension très obsessionnelle? Est-ce que ça hante, tes nuits? Enfin, est-ce que tu manges GR, tu vis GR? Ça occupe vraiment ton quotidien ou tu arrives à le tenir, à distance raisonnable? Non, je pense j'arrive à le tenir à distance raisonnable. Après, forcément, plus on se rapproche de l'objectif et plus on y pense. Mais je pense non, ça montait pas non plus plus que ça. Non, non, je l'avais en tête dans tous mes entraînements. J'avais à cœur de bien le faire et forcément, je m'entraînais pour ça, c'est sûr. Mais ça va, j'arrive à faire la part des choses, je pense. Les courses qui précédaient, le GR20 sont, très bien passées. Je pense notamment à ta première place sur le 42 kilomètres du Trail Drôme ou encore, ta performance au très relevé trail, Napoléon qui est aussi, en Corse où tu as fini, 1re femme et 4e au scratch. Quels indices ou quelle confiance ça a pu te donner pour la suite et pour le GR20? Est-ce que ta conviction, elle est grande que ça va bien se passer ou c'est de toute façon, totalement impossible et incertain de savoir, comment ça peut tourner? Non, c'était incertain parce que, alors clairement, alors le trail drum, c'était pour essayer de se remettre en selle parce que bizarrement, bah, après une grossesse, on perd un peu ses repères, on sait pas où on en est. Et c'est vrai que c'est surtout ça où on a plein de doutes parce que physiquement, ben, le corps a changé, les repères, en fait, on n'a plus de repères. C'est assez bizarre, mais on sait plus trop où on en est. Et puis concrètement, comme je pouvais pas faire de vitesse pure. C'est difficile d'avoir des repères en trail finalement. Donc les repères qu'on puisse avoir, c'est un temps sur 10, un temps sur 400, un temps sur 1000. Et ça, je pouvais pas trop le faire encore parce que avec la rééducation périnéale, je pouvais pas aller à bloc encore sur une piste. Donc finalement, j'étais un peu en manque de repères. Et c'était plus pour me redonner confiance et voir ce que ça donnait sur un format 40 qu'on s'était inscrit là-dessus. Donc le trail run, ça m'a fait du bien aussi en me disant, bon, j'étais pas complètement foutue, donc ça c'était chouette. Et puis le trail Napoléon, c'était plus là pour le coup parce que voilà, il y avait les organisateurs qui nous ont beaucoup aidés. Il y avait donc deux pacers du coup qui sont partis du club qui étaient avec moi pendant la nuit. Donc c'était plus pour les remercier et puis pour essayer voilà de participer un petit peu à leur événement qu'on est allé le faire, plus que pour en termes de confiance ou de dossard strict. C'était vraiment plus par rapport à ça.
Mais ils n'avaient pas vraiment de valeur de préparation stricte pour le GR. C'était un côté psy, un côté remerciement. Tu avais jamais couru plus de 100 km jusqu'ici et pas couru 100 km en compétition depuis 2018. Qu'est-ce qu'on met en œuvre mentalement pour se dire qu'on peut réussir sur cette distance qui est significativement plus longue et sur un terrain qui est aussi délicat que le GR? Comment est-ce qu'on aborde les choses? On découpe? Ouais, clairement. C'est impossible de se dire je pars de Calenzane sans se dire j'arrive à Conca. Non, je me disais bon voilà, première partie, ben voilà, je suis avec Lambert et Flo, on va jusqu'à Ascot. Et puis après deuxième partie, on est avec Lambert, avec Guillaume et Augustin. Allez, on va jusqu'à Verdé, en Verdio. Et tout ça en fait, c'était étape par étape. Et puis dans ma tête, je me disais voilà tiens j'avais 7 étapes. Bon ben, j'en ai fait 2 sur 7, j'en ai fait 3 sur 7. Et puis c'était vraiment une réflexion comme ça. Et c'est oui clairement, je pense que ça a été moteur et le fait d'être toujours accompagné de personnes clés aussi, ça booste et chaque échéance était différente, chaque portion, je l'avais plus que clairement en tête, je le connaissais par cœur, je pense que j'ai. Mais voilà, j'avais vraiment découpé chaque section et c'est ça qui permet d'avancer. Parce que se dire non, là je pars pour 170 km, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi je l'avais pas, je pouvais pas le concevoir. Comment est-ce que vous aviez défini la stratégie sur la course? Vous aviez là aussi considéré la partie nord, la partie sud, la gestion de la nuit. Qu'est-ce que vous aviez échafaudé comme stratégie? C'était quoi l'idée en termes de rythme et d'approche? Alors, bon, après, il y a la théorie, il y a la pratique. Bon, clairement, ouais, ce GR, il se découpe quand même assez nettement en partie nord et en partie sud, avec une partie nord très, très technique, bien que la partie sud ne soit pas hyper roulante non plus, mais c'est vraiment la partie nord qui est clé. Donc après, l'idée, c'était vraiment d'aller au bout et de rester lucide et le mieux possible sur la partie nord. Voilà, Guillaume m'a accompagné, m'a fait les 3 quarts en fait de la partie nord avec moi et il a été clé aussi dans cette gestion-là parce que voilà, il m'a permis à la fois, il a donné le rythme quand même, même Lambert par exemple, Lambert voilà, Adri lui avait dit on le fait en 5-20, on l'a fait en 5-10 mais mais il a donné un rythme, il a été un pacer incroyable. Donc l'idée, c'était bien sûr d'avancer parce que je pense qu'il fallait avancer et tout ce qui est pris et ben il fallait y aller et à la fois la gérer aussi cette partie nord. Mais je pense que globalement ça s'est vraiment bien placé et moi en tout cas ça a été un régal du début jusqu'à Vidzavon, ça a été du pur plaisir. Après on a peut-être un peu négligé la nuit. J'avoue que même Adrien, on se disait bon il y a qu'une nuit, une nuit dehors, ça doit passer, ça va aller. Et en fait, c'est vrai que la sensation de sommeil psy et physiologique, on va dire, et forcément avec l'effort de la partie nord, elle a été un peu dure à gérer. Alors, est-ce qu'on aurait dû justement, voilà, peut-être se préparer un peu mieux à cette fatigue? Est-ce qu'il aurait fallu faire cette micro-sieste un peu plus tôt? Ça, c'est des choses peut-être qu'on avait envisagé moins rudes et qui étaient plus compliquées. Et après, forcément, la partie sud, c'est moins le physique. On a beau avoir établi tous les plans de la Terre, c'est clair que c'est plus le mental qui fait tenir. Mais voilà, globalement, on craignait la partie lever de soleil, petit matin, et finalement, elle s'est très bien passée. Donc après, voilà, il y a l'appréhension, il y a la théorie, et il y a la pratique derrière. Ça n'a pas Et toujours bizarrement, été... c'est jamais pareil. Non, exactement, exactement. Est-ce que ce record, c'est l'objectif absolu ou finalement le simple fait de donner corps à ce projet collectif, à cette aventure de copains, c'était pour toi déjà en soi une forme d'aboutissement? L'idée, c'est évidemment de bien y faire, mais finalement d'avoir fait naître ce projet-là, est-ce que déjà en soi, c'était pas un super accomplissement? Ouais, si, clairement. Clairement, d'arriver à le faire ensemble, d'arriver à Conca, voilà, c'était clairement l'objectif, le premier objectif. Et la cerise, ça a été bien sûr de le faire de la belle manière, la plus belle des manières, mais c'était déjà d'y arriver, ouais. Et clairement, par exemple, j'ai commencé à regarder la montre, franchement, qu'à Babel. Avant, je la regardais pas, je savais pas où on en était. Mes copains savaient, voilà, par rapport au temps qu'on avait estimé où on en était. Mais je regardais pas. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce GR20, ce record? Qu'est-ce que tu viens y chercher? Ouais, on est allé y chercher une aventure incroyable. Franchement, ce qu'on a vécu, c'est plus que fort en fait. C'est ça, c'est pour ça en fait qu'on l'a fait. Et ces moments qu'on a vécu, que ce soit avec les copains, que ce soit
passer à l'effort, que ce soit dans cette montagne corse, c'est pour ça qu'on le fait, quoi. C'est ces moments-là dans une vie. Alors, ça sert pas à grand-chose, mais on les garde Ça et rend heureux, ça sert beaucoup si ça ouais, rend heureux. exactement. Ça a C'est beaucoup de sens. exactement ça. Après, voilà, avoir un record, je sais pas si c'est ça qui est incroyable, c'est plus ces moments-là qu'on a vécu. Et finalement, c'est ça qui compte, quoi. C'est pour ça qu'on le fait. Après, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait avancer. Ce qu'on en gardera, je sais pas, c'est juste, c'était un moment incroyable. Ouais, ça a été 35h50 de pur bonheur au final. Ça y est, donc on est le lundi 13 juin 2022. Il est bientôt 6 heures du matin. Comment est-ce que tu vis ces instants juste avant le départ? Là, il y a beaucoup d'émulation, il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu es dans ta bulle? Est-ce que tu arrives à savourer le fait de partager ce moment-là avec tout ton entourage, les médias qui sont présents? Ou est-ce que tu es finalement un peu dans un état second? Il y a les deux. En fait, voilà, clairement, il y a du stress. Il y a vraiment du stress. C'est vrai que je m'attendais pas à voir. Bon, voilà, on part avec les copains, on est tous ensemble, donc ça c'est top. Mais quand on arrive à Conques, bah oui, il y a les médias, il y a du monde, et ça, je m'attendais pas à ça. Donc ouais, là, il y a du stress. Donc c'est clair qu'à la fois, il y a une grosse envie de partir, et là, il me tarde qu'une chose, c'est que c'est pas qu'on démarre. On se tient un peu à part en fait. Voilà, avec Adri, on est partis un peu tous les deux là, s'isoler 5 minutes. Lambert est arrivé. Et après, bon, c'est un petit peu protocolaire, mais voilà, il y a le maire de Calanzane qui nous accueille, qui donne le départ, et après c'est parti. Mais bon, c'est pas là, voilà, c'est cette demi-heure à Calanzane avant 6 heures, elle est un peu dure à gérer. Il tarde juste de partir. Vous partez donc finalement et puis plutôt à très bon rythme, mais rapidement, il y a une toute petite contrariété qui arrive avec Flo, qui est un de tes pacers, c'est ça, qui connaît un coup d'arrêt? Ben ouais, alors je m'en rendais pas trop compte. Bon, on est parti. Ouais, en gros, il y avait les consignes. Adrien avait donné en plus un petit peu au dernier moment les consignes à Lambert. Au début, on devait faire en 5h30 et puis Adrien lui a glissé à l'oreille en partant. Bon, Lambert 5h20. Ok. Et en fait, donc on est parti comme ça. Et c'est vrai que bah, forcément, là, il y a entre l'excitation du départ et entre, je pense, ouais, on l'avait préparé. J'étais en forme, donc on est parti un peu vite. Et c'est vrai que ça allait bien. Et je me rendais pas compte que Flo était pas très très bien. En plus, au début, il savourait. Je pense qu'il a vraiment pris du plaisir. Et Flo, c'est un très grand coureur en plus. Mais je pense qu'il se rendait pas forcément compte de la Corse, de la technicité. Et il a été peut-être un peu surpris par tous ces cailloux. Mais bon, ça allait bien. Et c'est Lambert, en fait, en arrivant à Lortou, qui me dit, mais tu sais, je pense que je vais prendre quelques ravitaux. Il me dit Flo, il est fatigué, il va pas très bien. Et c'est vrai que je m'en rendais pas trop compte. Et il commençait à nous lâcher, à revenir, à lâcher, à revenir. Et là, il est tombé. Il est tombé dans la descente, il s'est fait mal. Et il y avait Cyril et Étienne qui étaient à Caruso au refuge parce qu'ils venaient pour prendre des images. Et là, donc, du coup, Flo a arrêté et est resté avec eux pour redescendre. Et du coup, on est repartis quatre tous les deux avec Lambert. Alors ça fait un peu, on se dit, voilà, on va pas le laisser là. Bon, il était entre de bonnes mains, donc ça allait. Et c'était pas une grosse blessure, mais ça, voilà, il s'est remis très rapidement. Et du coup, on a filé de Caruzzo jusqu'à Asco que tous les deux. Et c'est vrai que, bon, bah, c'était pas simple même pour Lambert. Lambert, il a pas bu. Il a pas bu jusqu'à Asco. Et il a tout gardé pour que je puisse avoir de l'eau. Donc, ouais, Sympa, ouais, Lambert. ouais, il a été top. Il a été top. Mais bon, il me le disait pas, hein. À chaque fois, je disais, mais bois, bois. Il me dit, non, non, t'inquiète. En fait, il a pas bu du tout. Ouais. Mais bon, voilà, on est arrivé jusqu'à Asco sans encombre après et Flo nous a retrouvés derrière. Comment ça se passe justement sur les ravitaux? Est-ce qu'il y a une espèce de noyau dur et d'équipe resserrée qui est systématiquement sur tous les ravitaux ou est-ce que c'est variable selon les différentes étapes et l'accessibilité de chacune de ces étapes? Alors, tout le monde est venu à chaque ravito, voilà. Enfin, à chaque ravito, voilà. Tout ce qui était découpé, donc il y en avait six au total. Donc clairement les chefs ravito c'était Maria Astrid et Elsa qui ouais avaient tout préparé, m'avaient vraiment même la crème solaire elles m'ont badigeonné comme jamais. On était plus que voilà au grand soin. Donc ouais, donc ça c'était toujours la même équipe. Donc à la fois il y avait aussi pas mal les partenaires qui ont suivi et qui étaient là. Il y avait quelques un peu de les journalistes aussi. Et mais on était dans notre cocon. Voilà, c'était Marie-Astrid et Elsa qui me ravitaillaient et bien sûr Adrien à chaque fois qui était là pour me réconforter, m'encourager. Et puis c'était les passages de relais. Donc non, non, c'était top ces ravitaux.
c'était trop bien. J'ai fait au petit soin. Tu repars d'Ascaux avec Guillaume et puis Augustin. Vous êtes amené ensuite, c'est une partie assez escarpée et mythique là, qui s'offre à vous pour les heures suivantes. Et vous êtes amené à traverser un endroit que tu aimes particulièrement, qui est le cirque de la solitude. C'est un de tes Ouais. coups de cœur du parcours, c'est ça? Ah, ça fait partie des coups de cœur, ouais. C'est vrai que malheureusement, avec ce qui s'est passé, voilà, le cirque ne fait plus partie du GR actuel. Alors c'est vrai qu'il est assez incroyable quand on arrive. C'est vrai que c'est bon, c'est extrêmement minéral. On passe un petit lac et puis vraiment on sombre ça fait vraiment comme un gouffre quoi. On descend voilà, c'est très pentu pour descendre comme un canyon en fait. Et après, on remonte. C'est une sente maintenant qui n'est plus balisée et ils ont vraiment tout enlevé. Il y a quelques cairns et quelques traces parce qu'en fait, ils ont été peindre les traces du GR actuel en couleur roche pour pas que ça soit. Donc bon, bien sûr, là, je l'avais déjà fait plusieurs fois et Guillaume, il le connaît par cœur. Mais il est incroyable, il est vraiment grandiose. On est à quatre pattes, c'est un peu de la limite de l'escalade et il est magnifique. Ce passage-là est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est bon. Voilà, à cause des circonstances qui se sont passées, on comprend que ce soit plus le GR actuel, mais c'est vraiment une partie qui est magnifique. Et c'est un moment de privilège du coup d'y passer grâce à voilà le parcours il passe pour le record et c'est un endroit qui est très 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 joli. Et puis c'est un moment où tu es parfaitement en forme, où tout se passe bien, donc tu en profites d'autant plus. Ouais, bah là on n'est pas voilà on est aux 30 bornes à peu près donc ça va bien. C'est cool. C'est ça. Vous avez ensuite une montée assez costaud jusqu'à Chiotoulou, c'est ça, je crois, Ouais. où il y a le soleil qui tape très fort. Ça a été quand même une des particularités de ce record, la chaleur qui a été très marquée. Est-ce que toi, tu en souffres à ce moment-là ou tu passes plutôt Ça relativement à allait travers? après ça allait alors c'est vrai qu'il faut profiter de chaque moment où on traverse des rivières pour se mouiller, c'est toujours de se rappeler de ça, il fallait vraiment toujours s'hydrater à bloc. Euh, ouais, c'est pas simple à gérer parce que vraiment il a fait très très chaud. Donc après mes copains m'ont mouillé tout le temps, m'ont donné beaucoup d'eau. Ils avaient aussi la consigne. Alors les pauvres, ils étaient harcelés et obstinés par ça parce que j'ai du mal. Enfin, j'avais que de l'eau les flasques. J'ai du mal même avec la chaleur entre le goût j'avais du mal à vraiment prendre autre chose que de l'eau. Et pour essayer de contribuer à toutes ces pertes en fait de sel, d'électrolytes, j'avais pris des électrolytes et du sel sous forme de petites gélules. Et en fait, c'est bête, mais juste de prendre des gélules, je supportais pas trop cette idée-là. Donc, mais à chaque fois, il me harcelait à toutes les heures. Allez, il faut prendre tes gélules de sel, il faut prendre, tu sais. Donc tout ça, ça a été, bon, bien sûr, très important parce que c'est vrai que la perte, elle est tellement conséquente avec cette chaleur que du coup, bah voilà, pour combler les pertes d'électrolytes et de sel, ben, je prenais ces petites gélules et puis c'était vraiment la consigne de s'hydrater en permanence, de garder la casquette sur la tête et d'essayer de s'hydrater. Parce que ouais, cette montée-là particulièrement, là, même jusqu'à Vergio, on est vraiment en plein soleil tout le temps. La roche, elle rejette pas mal la chaleur aussi, donc il a fallu le gérer, ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Même si forcément, hein, ça puise, c'est un paramètre qui fait que ça puise quand même encore plus. Mais bon, je pense que ça, finalement, la chaleur, ça a été pas trop mal quand même à gérer. Tu arrives ensuite au fer à cheval où tu retrouves Seb Chénieux et puis Guillaume qui prolonge d'une étape à nouveau. Et tu vas aborder un peu plus tard un de tes passages préférés, là encore, après Manganou, un moment de Ouais. la journée en plus qui sublime encore plus les lieux. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage-là et ton passage préféré en Crète? Ouais, je crois que c'est vraiment mon passage préféré du GR. Alors c'est vrai qu'il y a les lacs de Nino aussi juste avant qui sont magnifiques avec toutes ces tourbières, là, ce qu'ils appellent les podines. C'est magnifique, il y avait des chevaux partout, c'est très très beau. Mais vraiment la pépite, je trouve que c'est après Manganou, on arrive au-dessus de la vallée de la Restonique, où c'est vraiment des crêtes. Alors on a les lacs du Capitellou qu'on voit, c'est très très montagneux, c'est très minéral. Là, il y a pas un arbre. Et c'est vraiment magnifique. Et en plus, forcément, on y est arrivé, ouais, sur les coups entre 18h et 20h, quoi. Et ça a été vraiment, vraiment un instant magique. En plus, il y a voilà, les organisateurs de la Restonique qui nous ont fait un petit ravito. Alors, ils nous l'avaient demandé, ils nous l'avaient dit un peu en avant, mais
franchement, comme on était un peu en avance, Guillaume il me dit ah ils y seront pas, ils y seront pas. Et finalement ils y étaient et ça a été chouette aussi au-dessus des lacs là ils nous avaient fait un petit ravito donc ça c'est des moments de partage c'était incroyable. Au refuge de Petrapiana aussi on y est arrivé sur les heures juste avant ou juste après le repas là de tous les randonneurs donc ils étaient tous là ils nous ont fait un accueil incroyable. Donc entre la beauté de ce paysage qui est magnifique et les La heures à chaleur des laquelle gens autour de toi qui t'entourent. Ouais. c'était vraiment fabuleux. Ouais. Là, c'est des souvenirs incroyables. Tu prends le temps de t'arrêter à chaque fois ou tu es un peu timé, au bout de 30 secondes, tu dis allez, on perd pas le nord, faut y aller là, faut repartir assez vite. Alors on reste pas longtemps, mais surtout avec Guillaume, on s'arrêtait quand même au refuge. Et notamment au refuge, on prenait le temps au moins de dire, en tout cas bon déjà il fallait tamponner le petit carnet, et puis même de parler, de dire bonjour aux gardiens, de leur faire un petit coucou, parce que mine de rien, ils ont été super. À chaque refuge, ils nous ont préparé un petit ravito. Ils avaient sorti les canettes d'orangina, de coca, des sneakers. Ça, ils ont été super à chaque fois. Et du coup, c'est important, je trouve, à la fois, bon, par contrainte de devoir tamponner ce carnet et par respect pour leur accueil, de prendre un moment. Mais c'était quoi? C'était 2-3 minutes maximum, 3 minutes grand max, quoi. Mais on prenait quand même le temps de le faire. Tu as senti beaucoup d'adhésion sur le projet et d'enthousiasme sur les gens que tu as pu rencontrer sur ton parcours ou sur tes points d'étape comme cela? Tu as senti vraiment que tout le monde était avec toi? Ouais, c'était vraiment chouette. Ah ouais, vraiment. Alors à la fois les randonneurs, c'était drôle parce que puis même il y avait des fois des étrangers et ils étaient tous à fond et je crois qu'ils étaient tous ouais, ils étaient un peu au courant du projet donc dès qu'ils me croisaient, ah c'est toi qui tente et tout. Donc ça c'était vraiment chouette. Et puis ouais, l'accueil au refuge, ouais. Les refuges ça a été génial. Et puis bon là c'est les acteurs du GR quoi. Donc d'être accueillis par eux dans leur milieu et d'avoir comme ça leur encouragement et leur soutien, c'est fort quoi. Il y a à nouveau un peu plus tard un de tes pacers qui est victime lui aussi de la loi de la gravité. Ouais, ouais c'est Seb, le pauvre, Pauvre il Seb. est tombé aussi peu de temps après Petra Piana. Il est tombé et puis il s'est bien, enfin il est tombé sur la cage thoracique quoi et du coup ça lui a à la fois coupé un peu la respiration et ça lui a bien fait mal donc ouais le pauvre Seb on l'a encore lâchement abandonné avec Cyril à Londa, le refuge avant d'entamer la nuit. Et du coup, c'est Thomas, qui est le stagiaire de chez Scott, qui était à fond, qui attendait que de prendre le relais, qui est venu avec nous dans la nuit. Donc ouais, on a encore laissé le pauvre Step sur le bord du chemin. Mais ça va, il va. Vous arrivez un peu plus tard à Vidzavon, qui est un gros point d'étape, un gros marqueur du parcours. Le bilan de cette première journée, il a été très positif, puisque là, sur la partie nord, là, la nuit commence à arriver. Tu marques une bonne coupure. Là, c'est le moment de faire quand même un petit break un peu plus marqué avant de repartir, notamment dans la nuit. Ouais. Ouais, là, donc on arrive à Vidzavon. Donc le plan, c'était de s'arrêter pas plus de 20 minutes. C'est ce qu'on a fait. Je me suis changée. Mais là, presque, je me suis trop arrêtée. Pourtant, je me suis pas arrêtée longtemps, mais presque, c'était trop parce que finalement, j'étais dans la lancée avec Guillaume. Ça se passait plutôt bien, même s'il y avait de la fatigue. Mais on était dans notre lancée, ça allait bien. Et cet arrêt à Vidzavon, bon, il devait être minuit, 1 heure. J'ai quand même réussi à manger un petit peu. Et là, du coup, j'ai commencé à avoir mal au ventre, j'ai eu un petit peu froid. C'est fou comme ça devait être presque un peu fiévreux parce que les filles m'ont juste mouillé un peu les jambes à l'éponge pour me rincer. Et là, mais j'avais un frisson incroyable et c'est vrai que du coup, j'ai eu froid après. Donc, je me suis vite réchauffée derrière, mais ça a été un peu compliqué. Après, voilà, je pense que c'est normal. Comme on dit, sur des longues distances comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Et il est arrivé là, c'était sûr. Après, peut-être à refaire, ça serait voilà, de peut-être s'arrêter un poil moins, d'essayer de profiter de se lancer, du moins d'être sur cet élan, de ne pas trop s'arrêter. Parce que mine de rien, ouais, ça a été compliqué après. Ou alors peut-être de devoir faire une micro-sieste plus tôt, je sais pas. Mais ça a été compliqué la nuit, après a été un petit peu compliqué, ouais. La nuit qui était un passage que tu n'appréhendais pas particulièrement d'ailleurs. Pour toi, c'est une autre Bah, forme une autre façon de vivre la course qui te plaît aussi, qui est très ouais, complémentaire de l'expérience diurne. c'est ça. D'habitude, j'aime courir la nuit. Après, j'avais jamais fait de nuit dehors entière. Soit c'était des fins de parcours qui se faisaient des nuits, soit forcément quand on part très tôt sur une course de 80-200 bornes, on part de nuit. Et c'est vrai que j'aime bien courir la nuit, même faire des trails de nuit. Je trouve que la dimension nocturne, c'est fait que on voit pas la difficulté pareil, on voit pas
la technicité de la même façon. Donc en fait, ça, des fois, enfin, je trouve que j'aime bien. Mais là, il y a eu de la fatigue en fait, et clairement, ouais, il y avait vraiment une grosse fatigue, un besoin de dormir et que j'avais complètement sous-estimé, ouais, clairement. Et donc, la micro-sieste que tu t'accordes sur le col de Verdey, elle a fait son effet, elle s'est avérée très positive et très efficace? Ben finalement oui, alors que ça je savais pas hein, parce que j'avais jamais fait une micro-sieste. Alors Guillaume me l'avait dit, il m'avait dit écoute avec l'avance que tu as, franchement prends le temps même si tu dois dormir 20 minutes, dors 20 minutes. Et à chaque fois je pensais à ses conseils du coup quand ça allait pas bien, je me dis mais là il faut peut-être que je m'arrête et tout. Et c'est vrai que les copains de Corse qui étaient avec moi avant, ils savaient pas trop. Ils me disaient, mais non, on va avancer, t'inquiète pas, on avance pas vite, mais c'est pas grave, on avance quand même. Donc, ils ont pas trop osé me laisser dormir. Et c'est après, du coup, voilà, au passage à Verdé que j'ai fait cette micro-sieste et que c'est vrai que j'aurais pas pensé parce que c'est la première fois que je faisais ça. Mais ça m'a vraiment fait du bien, ouais. Le lever du jour, c'est un passage qu'avec Adrien, vous redoutiez un petit peu. Finalement, il s'est plutôt bien passé. Ça a été une bonne surprise. Ouais, complètement. C'est vrai que ça, voilà, on a pris le soleil à Prati. Là, pareil, comme d'hab, on a eu un super accueil, alors un peu privilégié parce que du coup, le gardien était en train de préparer les petits-déj aux randonneurs, donc il était juste en train de finir le café. Et du coup, il nous a proposé un café, il a été adorable. Vous aviez Et calculé votre plan de route exprès pour ouais, arriver à c'est ce clair. moment-là pour le café, c'est sûr. Mais du coup, Tout ça a était fait trop calculé. du bien. Ah ouais, ouais, ça a fait trop du bien, là, ce café à Prati. Et c'est vrai qu'après, bah, on a tout un passage de crête, c'est magnifique, là, de Prati à Haute-Choule, où on enchaîne plein de petits. On est toujours en crête et on enchaîne les montées, les montées, les descentes, assez technique. Et là, c'était un moment vraiment, vraiment sympa, qu'on redoutait au départ, ouais, parce qu'il y a ce passage levé de petit matin qui est difficile. Et finalement, non, ça s'est bien passé. Et là, je me suis refait un peu la cerise à ce moment-là avec Steph et Benoît et c'était pareil, c'était un bon moment, ouais, vraiment bon moment. Vous continuez votre route et vous passez ensuite le col de Bavella, qui est un passage aussi sublime qu'il est délicat. Tu passes à travers ce moment un petit peu moins simple. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as la conviction que vous pouvez aller au bout? Est-ce que c'est prématuré encore de se dire que c'est fait? Alors, on se dit que voilà, il reste 17 bornes, que ça y arrive, on y arrive, on va y arriver, mais à la fois, on est, voilà, il y a toujours le piège de tomber, il y a toujours ces cailloux partout, même si c'est beaucoup moins technique à la fin, que c'est plutôt en profil descendant, mais il reste quand même trois petits talus. Donc là, clairement, à la fois, il me tarde d'arriver. D'ailleurs, je suis pas restée très longtemps à Babel. Voilà, je me suis dit, allez, on y va. Donc On à n'est la pas fois, là on pour sait envoyer des cartes postales. à la fois, on a une lueur d'espoir que ça arrive, et puis il faut pas se laisser malgré tout submerger par l'émotion et se dire, il faut rester concentré. Et il peut encore arriver plein de choses. Donc ouais, c'est à la fois un double sentiment de presque on y est au bout, mais il faut rien lâcher et jusqu'au bout, faut rester concentré. Donc on retient encore cette émotion. Est-ce que d'un point de vue physique, tu as des petits signaux d'alerte? Est-ce que tu as des zones qui sont un peu plus sensibles ou plus marquées? Peut-être les Alors, pieds ou... bon, j'avais des douleurs musculairement, c'était terrible, hein, les transitions, c'est affreux. On n'arrive plus à courir, j'avais une foulée catastrophique. Mais malgré tout, j'avais pas de douleur à un endroit plus que ça, quoi. Les articulations tenaient, tout tenait. Après, c'est plus, il faut rester lucide. J'ai commencé à avoir des moments de pas hallucination, mais de trucs bizarres. Enfin, je suis restée lucide, mais les cailloux commençaient à prendre des formes bizarres. Je regardais les arbres en 3 fois. Je commençais à me demander si c'était un bonhomme qui me regardait, un chat. Enfin, il y a des trucs des fois que je voyais bizarres. Mais voilà, le but là, c'est de rester concentré et de tenir, ouais, de rester vigilant jusqu'à la fin, quoi. La fin, elle peut que bien se passer puisque Adrien donc, sera un des deux pacers à t'accompagner sur les 17 derniers kilomètres. Tu arrives quasiment, enfin, tu touches quasiment en but et tu arrives aux portes de la délivrance. Est-ce que c'est vraiment le premier moment où tu t'autorises à être un peu prise par l'émotion ou est-ce que même là, pas question de lâcher le focus et voilà, il faut rester hyper concentré sur ce qui reste à faire, les quelques centaines de mètres qui sont encore devant toi? Ouais, bah, il reste 1 kilomètre des portes, c'est rien. Et à la fois, là, c'est pareil. Là, clairement, l'émotion, elle arrive, mais il faut la contenir jusqu'à l'arrivée. Mais ouais, là, clairement, on attend l'arrivée. Mais l'émotion, elle commence vraiment à envahir quand même. C'est difficile de la retenir. On sent qu'on y arrive.
Tu conclus, vous concluez ces 170 km et 13 000 mètres de dénivelé positif après 35 heures et 50 minutes de course. L'objectif était de faire en moins de 36 heures, sachant que tu améliores le record d'Émilie Lecomte de 5h30. Qu'est-ce qui prime? J'imagine que c'est plein de mélanges et d'émotions très confuses. L'envie de serrer tout le monde autour de toi, ça doit être très exaltant et grisant comme moment, non? C'est Bah, difficile peut-être d'y associer une émotion unique, c'est un savant mélange de plein de choses. c'est ça, c'est une émotion que voilà, il y a tout qui s'effondre, quoi. C'est clair que là, on retient plus rien, on se rend compte qu'on est arrivé, qu'on est arrivé tous ensemble, et ouais, clairement, là, on est submergé par cette émotion et juste on savoure ce moment-là. C'est le chrono, il est loin, on n'y pense pas à ce moment-là. C'est C'est le plaisir vraiment, d'arriver qui prime, c'est pas tant le record, c'est ça? ouais, complètement, ouais, complètement. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été, selon toi, les facteurs clés de votre réussite? Je dis votre, c'est ta réussite individuelle, mais avec un élan collectif très fort que tu as mis en œuvre autour de toi et que, aussi, sur lequel Adrien a joué un rôle central. C'est quoi les ingrédients indispensables qui ont fait que vous ayez réussi à respecter ce projet à la lettre et que finalement la théorie et la pratique se soient bien croisées parce que vous aviez tout Bah, entrepris pour? clairement, c'est d'avoir été accompagné par les bonnes personnes. Je pense que c'est ça qui a été plus que moteur dans cette aventure, de l'avoir vécu, voilà, avec la meilleure des façons, avec avec mes proches, avec mes vrais amis. Et ça, je pense que c'est la réussite de ce projet. Après, bien sûr, voilà, l'entraînement, il a été top. Ça, c'est Adrien à qui on le doit. On a tout préparé et finalement, on n'a pas eu voilà, tout a été optimisé et les conditions étaient parfaites. Mais je pense que vraiment la réussite, oui, elle en vient à toute cette équipe autour de nous, quoi. Ça, c'est sûr. Est-ce que les quelques minutes ou les quelques heures après, tu as envie de faire une très grosse fête et de profiter de ce moment ou tu avais très, très envie de dormir et de te reposer avec ta famille? Alors, c'est tout combiné. C'est vrai qu'on est épuisé. Bon, c'était fin de l'après-midi, donc on a bu ils ont bu une piètre. Moi, j'étais pas capable de boire une piètre. J'ai bu un thé. Je prenais un thé. Il faisait 40 degrés, j'avais froid. Bon, voilà, il y a plus rien qui va, quoi. Quand on s'arrête, il y a plus rien de très logique. Euh, oui, à la fois, bien sûr, envie de célébrer et à la fois capacité limitée à, à célébrer. Ouais, on a pris un peu de temps après pour rentrer et de se reposer. Et on l'a bien fêté. Par contre, on est allé manger chez Lambert qui a un resto du coup à côté de Kalamzan et on est allé faire une belle soirée chez lui. Bon, après, voilà, c'est comme tout. On a envie de faire plein de choses, mais les capacités physiques sont modérées. Donc, la moindre goutte d'alcool, c'est la cata. Et puis, on a faim, mais pas faim, mais un petit peu faim, mais envie de manger ça. Et puis, finalement, non. Donc, c'est un peu, tout est très contradictoire. Mais bon, on a quand même bien fêté à ce moment-là, quand Bien profiter. même. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile sur ce record? C'était quoi la chose la plus délicate à gérer? Ouais. La chose peut-être plus compliquée, c'est tout ce qui est géré. Alors, il y a eu le sommeil, ça c'est sûr, et l'alimentation. Alors, c'est les facteurs clés, je pense, du long, et c'est sûr que c'est souvent ce qui revient, mais c'est vrai que c'est pas simple. Et ça aussi, on a des plans, on essaye de les tenir, mais alors après, on est loin de la théorie, de la pratique. Et là, en pratique, on est loin de la théorie, pardon. Et c'est difficile, la chaleur accentue la difficulté. Mais c'est vrai d'arriver à s'alimenter sur des efforts aussi longue durée, ben clairement, à un moment donné, le sang, tout est focalisé sur les muscles et absolument plus rien dans le digestif. Et ça, c'est dur. C'est dur de s'alimenter. Ça, c'est vrai que donc je pense que c'est l'écueil principal de toute longue distance, mais c'est pas simple à gérer. Qu'est-ce que ce record, il t'a appris sur toi? Il t'a forcément Euh, révélé des choses ou conforté ouais, peut-être certaines? ben, que je sois capable de faire un effort aussi long et puis ce qui s'est passé dans ma tête pendant tout cet effort, en fait. Je pense que c'est ça où j'ai pris du plaisir vraiment pendant un si long effort, que la gestion des moments faibles, finalement, elle est faisable, on arrive à la gérer. Et c'est ça peut-être, ouais, qui m'a le plus, voilà, j'ai le plus appris de ça, en fait, je pense. Question impossible, je te l'annonce, parce qu'il y en a une multitude, de souvenirs, de ce record. Si tu devais retenir une image, un moment. Ah, l'arrivée, quand on prend Faustin avec nous et qu'on est tous les trois, c'est des moments, et puis sur le coup, on se rend pas compte parce on voit
un peu flou, je pense. Mais quand on revoit les images, les photos de ce moment-là, et qu'on voit notre bébé qui cogite pas trop ce qui se passe parce qu'il sait pas trop ce qui s'est passé, mais quand même, il y a une émotion vraiment, vraiment très, très forte qui se dégage de son visage. Et ouais, ça, c'est des moments, je crois, qu'on gardera. J'ai vu une de ces photos, j'imagine qu'elle va être encadrée sur votre cheminée en bonne place. En tout cas, elle mérite de l'être parce elle est très touchante, je trouve. Il y a des photos qui sont belles à Paris. On est aujourd'hui, donc je l'ai dit tout à l'heure, 4 semaines après la fin de ce record. Est-ce que physiquement, tu as pleinement récupéré ou est-ce que ça prend encore plus de temps que ça? Bah, physiquement, ça va. Musculairement, ça a été assez rapide. Alors, mon copain là, qui est médecin m'a fait une prise de sang. On a fait faire une prise de sang le lendemain à J5 et J7. Le lendemain, c'était catastrophique. J'avais des enzymes musculaires qui étaient, c'était le record de Corse. Ils ont jamais eu ça. Et Un pourtant, nouveau record. ouais, ils sont à côté des légionnaires et malgré tout, même les légionnaires, ils n'avaient pas eu des casses aussi importantes. Donc ouais, non, bon, voilà, le foie aussi avait pris un peu, il y avait les enzymes du foie qui étaient augmentées. Mais ça s'est normalisé au bout d'une semaine. Donc mine de rien, voilà, enfin, à la fois biochimiquement et de ressenti, j'ai pas eu de douleur. Enfin, les douleurs se sont rapidement estompées. Donc musculairement, j'ai vite récupéré. Après, ouais, il y a eu quand même bien 15 jours de grosse fatigue après derrière. Et puis en plus, ben, forcément, j'ai repris le boulot. J'ai repris le boulot à bloc, j'ai eu des gardes, ça a été. Alors d'un côté, ça m'a fait du bien parce que voilà, ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Mais d'un autre côté, ouais, ça a été une grosse fatigue générale. Mais après, physiquement, au niveau de l'alimentation, de reprendre une alimentation normale, ça a été assez rapide, ouais. Mais la fatigue, voilà, ça va mieux là maintenant, j'ai repris et ça va bien. Mais il a bien fallu une coupure quand même, ça a fait du bien, ouais. Merci beaucoup, Annelise. On va parler un tout petit peu d'avenir avant de se quitter. Est-ce que tu peux nous parler des prochains rendez-vous, s'il y en a déjà? Est-ce que tu as les idées claires sur la suite, sur tes prochains défis? Est-ce que c'est difficile finalement de se relancer sur un autre défi pas d'une telle ampleur ou pas forcément d'une telle ampleur d'ailleurs? Est-ce que c'est simple de poser le jalon d'après? Alors juste après la course, je me suis dit quand même que là, tout de suite, j'étais pas prête à reprendre, enfin, faire aussi long. Mais peu de Ça, c'est temps dans après, 48 heures, ça, ouais. mais finalement, peu de temps après, je disais à Adrien, tu sais, je suis pas dégoûtée. Et alors, c'est vrai qu'il a fallu s'y prendre tôt parce que maintenant, prendre des dossards sur des courses, des gros rendez-vous, il faut l'anticiper. Donc, on avait pris un dossard sur la diagonale en début d'année. Clairement, au début, c'était non. Je l'envisageais pas et on était tellement focalisés sur la Corse que c'était pas envisageable. Mais voilà, finalement, Ça le devient. 3 semaines après, ça le devient. Ouais, clairement, je vais préparer. Après, on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça sera court par rapport à l'accord, je sais pas. Mais en tout cas, on va y aller. Donc, on va préparer la diagonale fin octobre. Fin octobre. Super projet. À plus long terme, est-ce que tu as un projet ou un défi sportif qui n'est pas forcément d'ailleurs dans la course à pied, mais un projet familial ou autre qui te tient particulièrement à cœur, que tu as envie de mener un jour dans ta vie, peut-être un rêve de gosse ou un rêve de maman que tu as envie d'accomplir seul ou en famille? Là, comme ça, non, j'ai pas, voilà, à titre individuel, j'ai encore envie de faire quelques grandes courses que j'ai pas encore faites et il y a des choses qui encore j'ai envie de cocher. Après, voilà, à titre familial, ben, c'est de le partager ensemble parce que voilà, c'est trop important de le partager. Je pense qu'on est complètement fans de voyage tous les deux et je pense on va le faire vite goûter à notre petit parce qu'il commence déjà à avoir quelques miles dans les pattes. Et Il a bonne école. ouais, du coup, c'est clairement de lui faire découvrir tout ça et puis de voyager avec lui, c'est génial. Donc, à la fois de profiter encore, voilà, de faire 2, 3 belles courses qui restent à faire et puis de voyager, de le faire partager à Faustin. Ouais, c'est un peu les projets. Après, d'autres projets comme la Corse, pour l'instant, on n'en a pas. Après, voilà, on évite des défis qui se mettent en place. Donc, pour l'instant, non, il n'y a pas autre Les chose. opportunités On arrivent verra, d'elles-mêmes. c'est ça. Anis te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, une devise qui te serait particulièrement chère et qui illustrerait ta philosophie de vie. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nous? Ouais, c'est un peu bateau, mais je pense que c'est quand même tellement vrai. C'est carpe diem, quoi. Il faut profiter et je pense que c'est vraiment, vraiment important. Après,
Voilà, c'est bizarre, je l'ai eu à l'oral du bac. On tombait sur ça et finalement c'est rigolo. En fait, c'est rigolo parce que j'avais pas le même sujet et quand elle m'a vue, elle m'a changé de sujet, elle m'en a donné un autre et ça portait sur cette devise-là. Je sais pas si c'est un signe, mais je Ouais, pense que sûrement. c'est Et surtout, on important. veut savoir quelle note tu as eu, tu te souviens? À l'oral, j'avais une Est-ce bonne note. est-ce que tu as été forte en carpe diem? Ouais. Je crois que j'avais une bonne note. J'avais une bonne note. Merci beaucoup Annelise, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cet incroyable record sur le GR20, un sentier qui suscite à juste titre une incontestable fascination et puis dont on mesure pleinement à t'entendre la difficulté. Bravo encore à toi pour Merci. cette remarquable performance que tu considères aussi comme une réussite collective et quand bien même on peut affirmer que tu as signé une performance individuelle qui est incontestablement remarquable. Merci beaucoup pour nos échanges, j'ai passé un moment super agréable et vraiment passionnant à t'accompagner, ça a été un très grand plaisir. Je te souhaite de t'accomplir pleinement à l'avenir, tant d'un point de vue sportif, professionnel, mais aussi auprès de ta famille qui t'est si chère. Voilà, je vous souhaite énormément de bonheur et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt, Annelise. À Merci pour tout. bientôt. Au plaisir. Merci. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.